Alors, comme je m'étais lancée, je disais comme Jean-Luc a eu la gentillesse de le dire déjà dans le chat, je m'appelle Sabine Maréchal, je suis une ancienne, effectivement, donc une alumni de l'ICP. Aujourd'hui, je dirige l'Institut Les Humains, qui est spécialisé justement en innovation et en transformation durable de la marque, d'où effectivement mon bonheur de recevoir ce soir pour en discuter. Séverine Lecomte, présidente de l'association Comment et directrice générale de l'agence Heidi. Donc, elle va nous dire ce que sont ces deux noms que je viens de citer. Et puis, Thierry Libart. Alors là, il y a beaucoup de titres, Thierry. Mais je citerai simplement puis le dernier livre que vous avez écrit, Des vents porteurs, puisque nous nous sommes permis de surfer sur ce titre pour la conférence de ce soir. Alors Séverine, je vous laisse ouvrir cette conférence. Est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus sur qui vous êtes ? Oui, bonjour, bonsoir à tous. Merci Sabine pour cette introduction. Alors, qui je suis ? Je suis Séverine Lecomte, j'ai 45 ans, je suis depuis le mois de septembre 2020 présidente d'une association dans laquelle je suis engagée depuis une douzaine d'années qui s'appelle Comment, anciennement Communication et Entreprise pour ceux qui ne connaîtraient pas, et qui encore avant s'appelait UGEF pour Union des journalistes d'entreprises françaises. Donc, on est très, très liés au métier, évidemment, de l'ICP. Et donc, je suis ravie de représenter notre association ici ce soir. Donc, cette association, elle rassemble l'ensemble de la chaîne de valeur de la communication en France. On a 1500 adhérents qui sont issus à la fois des entreprises, communicants d'entreprises, communicants d'agences, mais aussi indépendants, experts indépendants, étudiants, évidemment, très important pour nous également, et puis instituts d'études également qui sont représentés. Donc cette association, elle œuvre depuis longtemps pour la communication responsable. C'est un sujet que moi je traitais déjà il y a 12 ans quand on m'a demandé de rejoindre cette association. J'étais à l'époque directrice de la communication d'Eco-Emballage, qui s'appelle maintenant Citeo. Donc du coup, j'avais en charge cette logique à la fois d'adhésion et de valorisation, de mise en œuvre de comportements responsables dans la population française concernant le tri et le recyclage. C'est des sujets sur lesquels j'ai beaucoup travaillé. J'ai un double parcours en agence. J'ai commencé chez Havas, où je gérais de la communication de crise et aussi de la communication transformative, notamment pour des clients comme Bouygues Télécom ou McDonald's France. On a emmené beaucoup sur l'origine française, l'emploi, etc. dans ces moments-là. Puis ensuite, j'ai rejoint Suez, puis Eco-Emballage. Et j'ai fondé une agence qui s'appelle Heidi en 2010. Pour la bonne raison que je constatais en tant que directrice de la communication que d'un côté, j'avais des experts extrêmement pointus dans des cabinets en termes de problématiques sociétales et de développement durable, mais qui avaient des difficultés à communiquer puisque ce n'est pas leur métier, très simplement. Et de l'autre côté, des agences de communication dont le métier était vraiment de communiquer et qui s'en sortaient très bien, mais qui n'avaient aucune idée des problématiques responsables et durables et sociétales dont j'étais en train de leur parler. La nature ayant horreur du vide, j'ai décidé de fonder Heidi, qui est une agence de communication corporate et sociétale qui travaille pour justement optimiser la valeur ajoutée des entreprises pour la société et pour l'ensemble de leurs parties prenantes, ce que je fais depuis 11 ans. Voilà, et à cette occasion, ces deux occasions, j'ai beaucoup croisé mon ami Thierry, ici présent, qui est beaucoup plus prolixe que moi sur les sujets. On a des regards très complémentaires et on continue à travailler ensemble, notamment pour Comment, et je le remercie encore d'être toujours à nos côtés sur ces sujets pour œuvrer à ce que tout ça avance dans le bon sens. Et ça va continuer. Oui. Alors Thierry, à vous de vous présenter. Oui, rapidement, donc longue carrière, si je peux dire, dans l'enseignement en communication. J'ai arrêté il y a 5 ans après avoir été professeur à l'université de Louvain en Belgique. Et là, je suis essentiellement conseiller
au Comité économique social européen, qui est l'organe consultatif auprès des institutions européennes. Je continue un peu de recherche dans un centre de recherche qui s'appelle le Earth and Life Institute, qui est un des plus importants centres de recherche en Europe. C'est 250 chercheurs sur les sciences de la Terre, et j'essaie d'apporter un regard en communication pour aider notamment la communication sur le dérèglement climatique. Et je préside un centre d'études des controverses qui s'appelle l'Académie des controverses et de la communication sensible. Et on intervient sur un certain nombre de sujets. Vous pouvez aller voir sur le site. Tout est en accès libre. Et le prochain événement sera le 7 mai sur le thème « La communication est-elle vraiment un métier ?» Voilà. Oh, quel beau thème, Thierry. Tout un programme, effectivement. Ouais. Non, mais ça va croiser des choses qu'on va aborder ce soir. Donc, merci à tous les deux d'être là, puisque on va parler communication responsable. C'est par définition le thème qui nous lie avec l'ICP, les étudiants ce soir, parce que la communication responsable, ça sera le cadre dans lequel les étudiants vont évoluer demain. Et quand on dit demain, c'est un avenir très très proche pour le coup. Et vous l'avez un petit peu sous-entendu, notamment Séverine. Hélas, souvent, la communication responsable n'est pas forcément bien définie. Pour pouvoir en faire, encore faut-il savoir de quoi on parle. Alors, pour commencer ce soir, on va la définir. Alors, c'est pas moi qui vais la définir, mais simplement reprendre la définition qu'en donne l'ADEME. Et à ce titre, d'ailleurs, je ne saurait que conseiller à tous les étudiants effectivement le guide de la communication responsable. Donc là, vous voyez, c'est mon exemplaire qui est donc un peu post-ité d'un peu partout. Le guide de la communication responsable de l'ADEME, effectivement, qui devrait normalement se trouver sur tous les bureaux des communicants. Donc, dans ce petit guide très concret au demeurant, vous avez une définition de ce qu'est la communication responsable. Alors, souvent, on pense que c'est quand on interroge d'ailleurs des communicants, c'est ce qu'ils nous disent en premier, c'est la communication sur, effectivement, tous les efforts que font les marques et les organisations de manière générale en matière de développement durable, en matière d'impact social, de diversité, etc., etc. Sauf que ça n'est pas que ça. C'est un des trois piliers, effectivement, de la communication responsable, la communication sur les engagements des marques. Mais il y a également la partie éco-communication, c'est-à-dire toutes celles qui visent à réduire effectivement les impacts qui sont liés au métier de communicant, et Dieu sait s'il y en a, parce que la communication, ça consomme des ressources naturelles en matière d'énergie, de papier, d'emballage, ça consomme également des produits nocifs ou dangereux, ne serait-ce que les encres pour imprimer effectivement sur ces emballages, etc., etc. Il ne faut pas oublier les serveurs aussi. Et toute la communication digitale, etc. Évidemment, qu'on oublie beaucoup et surtout qu'on présente souvent comme une solution. Voilà. En matière de développement durable, on sait que tout est complexe et qu'il n'y a pas de solution merveilleuse. Et le troisième pilier, qui est très important pour les communicants, c'est celui de promouvoir une certaine vision de la société. La communication, comme le cinéma, est une production culturelle qui donne à voir des modèles féminins, des modèles masculins, des modèles familiaux, etc., qui effectivement ne vont pas toujours dans le bon sens. Donc la communication responsable, c'est effectivement ces trois choses-là, ces trois piliers-là. Donc ma première question, elle porte là-dessus. Est-ce que vous pensez que la communication responsable, au sens où on vient de le lire en fait par l'ADEME, est-ce que vous pensez que c'est bien compris, bien appréhendé, la définition de la communication responsable aujourd'hui dans les milieux des communicants, que ce soit dans les entreprises ou dans les agences? Ou est-ce qu'il y a encore des petits progrès à faire? Moi, ouais, j'ajouterais juste une petite dimension à ça, qui est en effet le contenu. C'est-à-dire que la sincérité, la crédibilité, la vérification du contenu, la manière dont on fait en sorte que ce contenu soit compatible avec les besoins de ceux qui vont le recevoir,
Ça, c'est une dimension extrêmement importante de la communication responsable qu'on oublie souvent. Donc, il y a en effet tout ce qui est éco-conception. Je le disais tout à l'heure, sans se dire, parce que moi, j'ai énormément de communicants qui me disent « Ah non, mais c'est bon, c'est responsable, ce qu'on a fait, c'est digital. » Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, de moins en moins, d'ailleurs, le digital n'est pas la panacée en termes de responsabilité. Les serveurs existent, ils consomment énormément. Donc, stocker des choses ou diffuser des contenus tels qu'on le fait aujourd'hui sans arrêt de manière digitale n'est pas non plus une solution valable. Je pense que ce qui doit présider à tout ça, et c'est ce qui aussi nous anime chez Comment et nous anime à l'agence, c'est l'utilité. C'est-à-dire, est-ce ce qu'on produit en tant que communicant est utile ou pas? Si ça n'est pas utile, il ne faut pas le faire, en fait. Ça va beaucoup aider à avancer sur les questions de responsabilité. Ensuite, il y a l'éco-socio-conception, bien sûr. Quand on parle de socio-conception, il y a aussi la manière dont on choisit ses prestataires et ses partenaires, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont mieux-disants sur leurs propres engagements, il ne faut pas l'oublier non plus. Et sinon, en effet, c'est sur la manière dont on va communiquer sur les engagements d'une entreprise, qu'est-ce qu'on en comprend, quelle sincérité on met là-dedans, est-ce qu'on n'essaye pas de détourner des chiffres à son propre avantage, est-ce qu'on a vraiment quelque chose d'éclairant, alors pas forcément transparent, parce que la transparence ne veut pas dire que les gens vont comprendre. C'est la clarté qui compte pour moi. Sur ce point-là, la transparence et la clarté, ce n'est pas la même chose. Donc, essayer d'être clair, de donner à tout le monde la possibilité de se faire sa propre opinion, me paraît extrêmement important. Sinon, en effet, je suis complètement d'accord avec le reste de la proposition. Je peux rajouter un mot? Oui, alors, en fait, on a franchi un cap. C'est-à-dire que quand on parle de communication responsable, on est sorti d'un ancien combat qui était la communication responsable, c'est la lutte contre le greenwashing, l'éco-blanchiment, etc. Ça, c'était un point important. On a un peu réussi à avancer sur ce sujet-là, notamment grâce à l'organisme français de la régulation publicitaire. On a vraiment pu constater une baisse significative des cas de greenwashing, avec juste un point de vigilance qui est que l'an dernier, il y a quand même eu un couplement des infractions aux recommandations, aux principes déontologiques sur la publicité responsable, et puis un problème justement sur le numérique. Là, par exemple, pour donner un seul chiffre précis, une vidéo publicitaire sur YouTube sur 2 est en infraction par rapport à la recommandation de développement durable. C'est-à-dire sur les médias traditionnels, globalement ça va. Par contre, il y a quand même un gros trou noir sur la sphère digitale, et c'est pas propre à la France parce qu'on a à peu près le même type de chiffre, c'est 42% pour la moyenne des 27 pays de l'Union européenne. Sur la communication responsable, si en fait il faut le définir en un mot, c'est le fait de dire ce n'est plus la communication sur la responsabilité de l'entreprise, c'est un questionnement de la responsabilité du communicant face aux grands enjeux de la transition écologique. Donc en fait, c'est une interprétation qui est forte, c'est une interprétation qui fait sens sur, voilà, c'est quoi le but de mon métier? Est-ce que c'est seulement de vendre des produits et services ou c'est autre chose? Donc on n'est plus sur les messages, on est un peu au-delà de ce que Séverine vient de dire sur l'éco-socio-conception, faire attention au mode de production de ce qu'on peut faire. On entre plus en interrelation avec nos différents publics, c'est-à-dire que des problématiques telles que l'accessibilité de nos communications rentrent pleinement dans le sujet. La relation entre l'annonceur et l'agence, elle est en plein dans le sujet de la communication responsable. Le sous-titrage des films, enfin, il y a énormément de choses qui rentrent dans ce sujet. Plus la question des représentations, dont on parlera certainement parce que c'est un sujet également très important. Donc on voit que c'est quand même un sujet qui est très vaste. C'est vraiment la question de la responsabilité, enfin au sens étymologique. Responsable, c'est répondre à, mais aussi répondre de. Donc c'est aussi répondre de notre propre activité. Voilà, c'est nous communicants, c'est quoi notre grand défi actuel? Moi, comme j'ai eu l'occasion de dire, j'ai toujours été étonné que la fonction communication, elle ne se soit jamais positionnée, c'est en train de changer, sur le respect des accords de Paris. La plupart des grandes professions
on dit, voilà, les accords de Paris, les problématiques de dérèglement climatique, on sait que c'est un sujet, on s'engage, voilà notre trajectoire de baisse des émissions carbone. Les métiers de la communication, c'était assez difficile, peut-être parce qu'on considérait que la communication était un métier à part. C'est heureusement avec les états généraux de la communication et plein d'autres initiatives en train de bouger. Mais pour moi, voilà, c'est une opportunité un peu historique pour le gouvernement de se mettre un peu dans le sens de la marche. Et si tu veux bien ajouter ça, Thierry, à ton panel, on voit de moins en moins de greenwashing, certes, mais on voit de plus en plus de social washing, non? Ouais, c'est vrai. Ce qui est on va en parler, effectivement, parce que c'est quand même un problème. Mais Thierry m'a tendu la perche pour le sujet que je voulais aborder justement avec vous. C'est que là, effectivement, la définition telle qu'on la donnait était surtout en termes de cadrage, de moyens, d'objectifs. Et là, Thierry remet le sujet, effectivement, avec de la hauteur sur le rôle du communicant. Et c'est vrai que le rôle du communicant et surtout de la figure du publicitaire, hein, elle a quand même été très, très décriée ces derniers temps, justement, en termes de responsabilité. Est-ce que, justement, il n'y a quand même pas eu et qu'il y a encore un peu un dévoiement de la communication qui reste un moyen, hein, qui est quand même très dévoyé, enfin, en tout cas accusé aujourd'hui d'être le bras armé de la consommation, voire de la surconsommation. Est-ce que ça, c'est pas justement le frein le plus grand à la transformation du métier en lui-même? Je pense qu'il faut distinguer deux choses déjà, la publicité et la communication. C'est pas la même chose. C'est pour ça que je dis publicitaire et communicant, parce que la communication est beaucoup plus large que la publicité. La publicité est un outil du marketing, la communication est un outil de l'humanité. C'est-à-dire que la communication, c'est ce qui a permis à l'humanité de se développer, de grandir, de fonctionner ensemble pour mener des projets communs. Je le répète sans arrêt, alors je suis littéraire, hein, désolée, mais communicare, ça veut dire construire des projets communs. Ça ne veut pas dire vendre des produits, ça veut dire comment est-ce qu'on construit un monde, comment est-ce qu'on l'imagine, comment est-ce qu'on se lie les uns aux autres pour le faire. C'est ça la communication. Donc j'ai toujours un peu de mal à cette confusion entre communication et publicité parce que pour moi, ce n'est pas du tout le même débat. La publicité est utile. J'en ai fait beaucoup chez Eco-Emballage, hein, notamment. J'ai fait de la publicité qui était dédiée au changement de comportement. Mais j'utilisais le média publicitaire pour pouvoir diffuser un message d'intérêt général. Donc, elle a son intérêt et elle a son intérêt pour le marketing, on ne va pas se mentir. Évidemment, quand une entreprise fait des produits ou des services, il faut qu'elle puisse en parler et la publicité l'aide. Mais c'est vrai que cette responsabilité est peut-être plus présente chez les communicants corporate ou d'entreprise, etc., encore que chez les publicitaires, pour la bonne raison que les communicants d'entreprise, ils sont arrivés beaucoup plus tôt. Parce que les communicants d'entreprise sont habitués aux transformations de leurs organisations. Ils suivent les réglementations, ils suivent les projets d'entreprise, ils suivent les engagements des entreprises que les publicitaires n'ont pas forcément l'occasion de faire, puisque eux, ils suivent des points très ponctuel de la vie d'une organisation. Donc, en effet, savoir de quoi on parle, c'est majeur. Et chez les publicitaires en particulier, comme chez les communicants d'entreprise, d'ailleurs, Thierry nous aide à ça, merci Thierry, il faut se former. Il faut se former pour savoir quels sont les enjeux auxquels on doit répondre et comment on peut les intégrer dans nos pratiques. Si on n'est pas formé, le greenwashing va continuer. Alors, c'est même pas de la mauvaise volonté. C'est juste que les gens ne savent pas. Ils ne se rendent pas compte. Enfin, voilà. Ou alors, ils ne voient pas ce qu'ils peuvent en faire. Ils ne voient pas comment s'intégrer dans ce type de discours. Ils ne voient pas comment le porter. Ça leur échappe. Donc, si ça leur échappe, ça ne progresse pas. Donc, c'est une question de la formation dès les études. C'est pour ça qu'on est responsable, Thierry et moi, et ravis d'être ici. Ça nous paraît indispensable pour que les choses changent en profondeur. Oui, le sujet, il est considérable. C'est vrai qu'on assiste en ce moment à quelque chose de super intéressant, qui est aussi justement cette prise de conscience. C'est vrai que pour beaucoup d'étudiants, si on a envie de rentrer dans la publicité, c'est pas pour sauver la planète. C'est parce que c'est un formidable métier, c'est la liberté, c'est la créativité, enfin, il y a plein d'enjeux. Et puis maintenant,
on leur bassine un peu en disant ouais, mais quand même, faites attention, faut peut-être réguler, attention à vos messages. Donc c'est peut-être un sujet important parce que d'abord, il faut aussi comprendre que le métier de la pub, c'est ça, quoi. Il ne faut pas que la pub devienne un bouc émissaire. La publicité, c'est un outil, comme vient de le dire Séverine. La publicité, elle est là pour vendre. Elle n'a pas d'autre objectif que de vendre des produits et services. Elle n'est pas là pour remplacer la famille ou l'éducation ou d'autres choses. Donc, il ne faut pas non plus tirer à boulet rouge sur le métier de la pub. La pub remplit son rôle, elle le fait bien. On ne peut pas lui enlever le fait que c'est un des formidables contributeurs à la croissance économique, à l'emploi, à plein de choses. Donc il faut déjà pas rentrer dans un débat pour ou contre, parce que c'est un peu stérile et ça permet pas d'avancer. Il faut peut-être juste voir un peu les enjeux. Pour moi, des enjeux forts, c'est le travail un peu sur ce que j'appelle l'imaginaire de la communication. C'est un peu qu'est-ce que nous renvoie comme image le monde de la publicité. Parce que quand vous regardez des messages publicitaires, c'est vrai que de la consommation à l'hyperconsommation, il n'y a qu'un pas, même si chaque publicité en elle-même ne peut pas être accusée d'inciter au gaspillage, mais c'est quand même un mode de société qui est reflété dans la publicité. Moi, dans les exemples qui sont clairs parce que ce sont des données du Conseil supérieur de l'audiovisuel, je ne trouve pas normal qu'à chaque fois que dans un message publicitaire, on veut représenter la figure d'un expert, pour dire, voilà, argument d'autorité, c'est sérieux, c'est un expert qui dit, 85% sont des hommes. C'est-à-dire, on n'imagine pas une femme en position d'expert. C'est-à-dire, il y a quand même un problème. Donc, il suffit de regarder les publicités pour les crédits à la consommation, pour les véhicules, où on est, voilà, si j'ai un véhicule, je fais la jalousie des voisins, ou je suis un homme seul au volant de ma voiture parce que je suis dominant. Enfin, il y a quand même tous ces travaux qui sont intéressants parce que pour le monde de la publicité, c'est aussi une manière, si on fait ça intelligemment, de se positionner du bon côté. C'est-à-dire que, parce que ça coûte rien, ça donne du sens à la profession, mais c'est aussi, c'est quoi l'image un peu cachée, les éléments de décor que je véhicule. Et dans ce cas-là, si on fait ça intelligemment, la publicité devient un levier de la transition écologique et des progrès qu'on peut réaliser. Et on arrête d'être dans un débat pour ou contre et dans un conflit, comme je disais, qui est toujours un peu stérile. Mais c'est pas évident. D'abord parce que quand on parle de publicité, on a toujours un peu en tête les supports traditionnels. Enfin, quand on parle de publicité, on voit immédiatement c'est la télé, c'est la radio, c'est l'affichage. Mais, et Séverine l'a un peu dit aussi tout à l'heure, c'est que 50% des recettes publicitaires, maintenant, c'est sur le numérique. Donc, c'est-à-dire que si on essaye de trop contrôler les supports traditionnels, tout ça, ça part sur Google, Facebook et les GAFA. Donc, il faut aussi faire un peu attention. Plus la conjoncture actuelle qui fait qu'on a eu les chiffres la semaine dernière. En 2020, c'est facile à retenir, c'est moins 20% de recettes publicitaires, simplement à cause de la pandémie. Donc, si on est sur des idées il faut que la publicité ne fasse plus la promotion de produits ayant un impact environnemental trop élevé, faut juste faire attention. D'abord, qui décide que c'est de la surconsommation ou pas? Quel type de critères on prend? Est-ce qu'on prend juste les effets carbone ou est-ce qu'on prend en compte l'ensemble de l'empreinte environnementale? Voilà, ça, juste pour dire que autant le sujet il est important, autant il ne faut pas être trop catégorique dans les préconisations que nous pouvons faire. C'est vrai qu'il ne s'agit pas de dire qui peut faire de la publicité ou pas et de juger le produit. Après, c'est sur la justesse du message que ça se joue aussi. C'est-à-dire comment est-ce qu'on aborde des sujets, parce que parfois en publicité, on peut naviguer entre imaginaire très très loin de la réalité et parfois infantilisation totale. Je pense qu'une publicité adulte, on en a tous besoin et il ne s'agit pas de dire ce qu'on peut ou pas faire ou pas, ce qu'on peut ou pas consommer. Il s'agit de le faire de manière, encore une fois, responsable, c'est-à-dire en prenant les gens pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des personnes en capacité de comprendre qu'elles ont elles-mêmes une responsabilité, un pouvoir de décision, un libre arbitre qui doit les guider dans une mesure de leur consommation et de leurs propres impacts. Si on arrive à faire ça, on aura, en effet, tout le monde aura gagné, c'est sûr.
Là, si je vous écoute tous les deux, vous plaidez très clairement pour une autorégulation, hein, finalement, de ce milieu-là, publicité, communicant compris. Est-ce que j'ai bien compris? C'est-à-dire plutôt effectivement par l'attention de la qualité et de la clarté, comme vous disiez tout à l'heure, Séverine, des messages, plutôt que par l'interdiction de l'accès à la visibilité, on va dire, parce que c'est plus large que la publicité, pour certains secteurs, hein, comme la loi l'a quand même récemment, est en train d'interdire l'accès notamment à la publicité au sens classique du terme pour les secteurs de l'énergie. Donc plutôt sur l'autorégulation, ça je rebondis aussi sur des questions qui passent en ce moment sur le chat là-dessus. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il faut faire confiance aux communicants pour que justement ils arrivent à changer leur propre métier, les regards et puis justement la façon dont ils modèlent finalement les imaginaires? Bon, peut-être je peux répondre en premier. Moi, déjà, c'est juste un principe, c'est-à-dire l'interdiction. Quand on parle d'interdiction, déjà, on empêche tout dialogue, parce qu'on braque les interlocuteurs, et puis ce qui se passe, c'est que comme il n'y a pas d'échange, parce qu'on se sent agressé, on est sur la défensive, le débat il se réduit à des tactiques de lobbying dans l'ombre des cabinets ministériels, et on ne va pas très loin. L'idée, c'est plutôt que les gens se mettent autour de la table et puissent discuter ensemble sur un peu une trajectoire, une vision un peu commune du sujet. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième sur les interdictions, c'est que la période, comme on vient de dire, tombe assez mal. C'est-à-dire que ce n'est pas en période de décroissance des recettes publicitaires, parce que derrière le fait que les publicitaires gagnent moins d'argent, faut juste savoir que pour ce qui est de la radio, de la télé, la presse, c'est entre 40 et 50% des recettes publicitaires. Donc c'est-à-dire que si vous interdisez des publicités sur certains types de sujets, au final, ce sont des recettes médiatiques en moins. Moi, j'ai quand même le souvenir que sur des exemples plus anciens, publicités sur tabac, alcool, etc., il y a quand même beaucoup de journaux qui n'ont pas réussi parce qu'il y avait des... Il faut savoir que le business model de beaucoup de médias, il est quand même très fragile, et que s'attaquer à des publicités, c'est aussi s'attaquer un peu aux médias. Alors après, on peut remettre en cause, et il faut le faire, le principe du financement des médias, mais il faut juste avoir ça en tête. Et puis un point qui est aussi très, très important, c'est le fait de quel type de critères on met. C'est-à-dire on est sur l'idée d'interdire la publicité sur les véhicules thermiques, c'est ce qui revient le plus souvent. Mais si vous avez une publicité, il faut juste ne pas oublier que les publicitaires sont des gens très intelligents. Donc si on met une publicité avec un véhicule thermique, un véhicule hybride, hydrogène et un véhicule électrique, est-ce que c'est autorisé ou non? Si on met juste un SUV en disant qu'il est électrique, mais qui fait quand même penser inconsciemment à un gros 4x4 thermique, qu'est-ce qu'on fait? Si on est sur la publicité corporate, qu'est-ce qu'on fait? Donc tout ça pour dire qu'il y a peut-être d'autres voies, en tout cas moi c'est ce que j'ai un peu préconisé, de renforcer le dispositif de régulation actuel. On s'est aperçu qu'il fonctionnait bien, mais qu'il peut être assez fortement amélioré. Donc on pourra y revenir parce que il y a des engagements de la filière d'amélioration, etc. Je connais un peu parce que j'étais vice-président du conseil paritaire de la publicité. Donc il y a clairement une prise de conscience il faut changer les choses, il faut améliorer la régulation actuelle, tout en faisant attention, comme on disait tout à l'heure, c'est que les règles de la régulation, elles s'appliquent sur les médias traditionnels. Et puis il y a ce grand trou noir qu'il faudra vraiment faire avancer, c'est celui du numérique. Et puis tout dernier point, c'est le fait de dire, Séverine l'a dit aussi un peu tout à l'heure, il y a une régulation qui est assez forte sur la publicité environnementale, mais il y a un manque total, un gros trou sur la régulation du marketing. C'est-à-dire sur une publicité, vous ne pouvez pas dire que votre produit il est écologique. Par contre, sur votre site web, sur le packaging de votre produit, vous pouvez mettre des petits enfants qui regardent l'horizon avec une couleur verte partout, appeler votre produit écologique quelque chose, et personne n'y trouvera rien à redire, parce que c'est juste normal, vous êtes propriétaire de votre produit. Donc il faut peut-être aussi essayer d'harmoniser un peu les choses de manière à ce que les règles de concurrence puissent s'appliquer partout. Et puis moi je dis aussi, parce que c'est là où je travaille, il faut qu'il y ait une harmonisation qui se passe à l'échelle de l'Union européenne. Ce ne serait pas normal qu'il y ait des contraintes très fortes en France et puis un gouffre au niveau des autres pays, des 26 autres pays de l'Union européenne.
Et puis, je te rejoins complètement, Thierry. L'interdiction, je ne pense pas du tout que ce soit une bonne chose. Déjà, qu'est-ce qu'on interdit et qu'est-ce qu'on n'interdit pas? Enfin, tout ça est tellement vaste. Dans un pays démocratique, ça me paraît extrêmement compliqué. Qu'est-ce qu'on valide pas? Alors, je valide la voiture électrique et on se rendra peut-être compte demain que les voitures électriques fonctionnent avec de l'énergie nucléaire et que finalement, l'énergie nucléaire, on n'en veut pas. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je trouve que c'est un débat d'experts sur ce qui peut être interdit ou pas. Je pense que la clarté, encore une fois, s'impose sur les bénéfices et les inconvénients de chaque choix qu'on peut proposer. Ça peut être une voie. L'interdiction, je ne suis pas favorable parce que j'ai toujours travaillé dans des entreprises qui étaient elles-mêmes parfois à l'origine de nouvelles réglementations et que j'en vois encore beaucoup aujourd'hui se battre pour faire avancer les réglementations dans le bon sens. La taxe sur les emballages qui a permis la mise en place du tri et du recyclage en France a quand même été décidée par un collectif d'entreprises qui s'est pris en charge et qui a décidé de lancer ce sujet et qui ensuite a créé un écosystème et on fait toujours partie. C'est quelque chose qui fonctionne depuis presque 30 ans maintenant. Donc, j'ai plutôt tendance à se... de toute façon, ce qui ne va pas dans le sens de l'histoire meurt, c'est clair. Donc, on n'a pas besoin d'interdire. Les gens se rendent très bien compte qu'à un moment donné, ça ne va plus pouvoir tenir. C'est vrai pour plein de sujets. C'est vrai pour ceux-là aussi. Par contre, il ne faut pas se réveiller trop tard. Il faut se mettre en ordre de marche rapidement, essayer plutôt d'anticiper que de ramer derrière, ça c'est sûr. Mais je ne crois pas du tout en l'interdiction et en son efficacité en fait, ni pour faire changer les comportements. On a déjà vu ce que ça donnait avec la prohibition, ni pour faire changer les comportements, ni des publicitaires, ni des entreprises d'ailleurs. Non. Séverine, mais qu'est-ce qu'il faut pour parce que vous avez dit tout à l'heure manque de formation. Donc aujourd'hui, est-ce que vous le voyez aussi, Thierry, Séverine, comment vous jaugeriez ou même noteriez le niveau justement de formation? Est-ce que c'est très hétéroclite? Est-ce qu'il y a des secteurs peut-être d'entreprises qui sont mieux formés que d'autres? Est-ce qu'on est mieux formé en entreprise qu'en agence? D'après vous, ce serait quoi effectivement l'état actuel des choses? Thierry, peut-être deux points. Alors, le premier, c'est que oui, clairement, et c'était d'ailleurs un des premiers points qui ont été demandés dans les 146 propositions de la Convention citoyenne sur le climat, c'est que le monde de la communication et un focus sur la publicité soit en tout cas informé des enjeux. On disait tout à l'heure, on fait de la publicité parce que c'est la qualité. Mais peut-être ce serait bien aussi, et c'est valable pour toutes les écoles de communication, je ne sais pas si c'est prévu à l'ICP, mais que quand on communique, on puisse aussi connaître quelques chiffres clés, quelques grandes données sur quand on parle de dérèglement climatique, ça veut dire quoi? On parle d'érosion de la biodiversité, ça veut dire quoi? Est-ce que oui ou non les forêts progressent ou disparaissent en France? Il y a quand même un certain nombre de sujets, parce que si on veut avoir une conscience de ce qu'on fait en communication, il faut aussi avoir une connaissance minimale un peu des enjeux fondamentaux du dérèglement et de la transition écologique. Donc ça, c'est vraiment un point important, c'est cette nécessité en tout cas d'une sensibilisation dès la formation au métier de la communication et de la publicité. Après, comment est-ce que c'est perçu? Ça reste encore un peu compliqué. C'est-à-dire qu'il y a clairement des agences qui ont bien compris l'ampleur du sujet. Alors ça a démarré, à mon sens, par des agences comme, pas flatter Séverine, mais comme Eddy, comme CDS, comme The Good Company, enfin il y a un certain nombre d'agences, parce que c'était un peu leur positionnement. Là, ce qu'on voit aussi, c'est que les grandes agences, enfin, clairement Havas, Publicis, elles ont compris le truc, elles ont pris des engagements qui me semblent vraiment sérieux dans la démarche. Mais il y a encore, tout un grand marais à l'intérieur même du monde de la communication pour dire laissez-nous faire notre boulot un peu tranquille. Parce qu'il y a un argument qui revient un peu souvent, que j'ai beaucoup entendu dans les entretiens que j'ai pu
dire, à voir, c'est la communication, le monde de la communication et particulièrement le monde de la publicité. Nous ne sommes qu'un reflet de notre époque. Il y a 50 ans, la société était raciste, la publicité était raciste, et puis la société a évolué, il n'y a plus de publicité raciste. Il y a encore 20 ans, mais à mon sens peut-être encore maintenant, la publicité était outrancièrement misogyne. Maintenant, encore que, la publicité elle est en tout cas beaucoup moins. Donc ils disent, demain quand on sera dans la transition écologique, la publicité sera un levier et on accompagnera le mouvement, c'est notre rôle. Plus un argument qui est peut-être un peu plus difficile à contrer, c'est le fait de dire dans tous les cas, le consommateur, il est suffisamment intelligent. Alors c'est vraiment l'argument stupide, parce qu'on peut difficilement le démontrer, on peut pas dire, bah non, vous savez, les consommateurs sont tous des crétins, ça nous mettrait quand même un peu mal à l'aise, mais c'est de dire, ouais, ok, d'accord, on pouvait imaginer il y a 20 ans, 30 ans que le consommateur savait décrypter, mais là, avec le native advertising, la confusion entre ce qui est publicité, ou ce qui est information, ou ce qui est rédactionnel, avec le bombardement publicitaire quotidien, enfin, d'après les études, on va jusqu'à 3000 messages de pub qu'on reçoit tous les jours. Donc peut-être que, disons, la distanciation, le décryptage qu'on peut avoir d'un message publicitaire et de ce qui est réellement une publicité, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc on voit que sur le sujet de la sensibilisation, on a encore un peu de travail. Alors, c'est vrai que les choses avancent. Moi, je vois ça. J'ai eu la chance d'être dans des entreprises qui étaient très en avance sur leur temps, sur ces sujets-là. Donc, j'ai appris mon métier de communicante dans cet environnement. Et donc, je me suis confrontée très vite. Et je pense que c'est un conseil à donner à tous les communicants et à tous les publicitaires au fond. Toujours se référer au fond avant de faire la moindre forme. Alors, je sais qu'on vous l'apprend en école de journalisme. Je viens pas de vous sortir un truc innovant. Néanmoins, ça reste vrai. C'est-à-dire que le fond qui remonte à la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Ça reste vrai aujourd'hui. Donc, si on ne s'attache pas à former des communicants qui sont capables de décrypter du fond et d'en créer eux-mêmes, parce que au-delà d'être un reflet de notre époque, moi je pense que chaque communicant a la responsabilité de contribuer à l'évolution positive de son époque. Alors je sais que cette notion d'impact positif, on n'entend pas partout, personne ne sait trop ce que ça veut dire, c'est pas. Mais en tout cas, quand je peux faire avancer un sujet avec bon sens et dans le bon sens, je dois le faire. C'est ma responsabilité de communicant. Les communicants ne sont pas juste des gens qui font des gris-gris, c'est des gens qui doivent penser le monde. Il y a une dimension philosophique dans nos métiers. Il ne faut jamais l'oublier. Avant, on appelait ça les humanités. C'est très important de le rappeler parce que si les communicants, y compris les publicitaires, ne sont pas des gens qui sont en capacité de réfléchir sur eux-mêmes, sur les situations, sur les contextes, sur ce qu'ils pensent des choses, sur les contraintes, sur les opportunités, s'ils ne sont pas capables de réfléchir le monde, on va droit dans le mur en tant qu'humanité de toute façon. On est quand même très visible, qu'on soit publicitaire ou qu'on soit lié à la communication corporate, interne, au marketing. On a une responsabilité envers ce qu'on raconte à la société. Il faut donc s'informer sur les sujets. Et ça, il faut le redire dans les écoles, il faut le redire dans les agences. Il est hors de question de faire des trucs en chambre comme ça, genre ouais, c'est chouette et puis ça rime. Non, ça ne suffit plus. Donc, être le reflet, ça ne suffit plus pour moi. Et je pense que tu as raison, Thierry, les gens commencent à s'en rendre compte. Moi, je m'aperçois que ça fait 10 ans que je fais ça. Au début, tout le monde me regardait, genre, ouais, super, mais après, bon, là, 10 ans après, je m'aperçois que les gens commencent à comprendre. C'est hyper rassurant, à la fois chez mes clients et chez les autres agences avec lesquelles je discute beaucoup. Donc, c'est en train de se créer. Mais les communicants, c'est vraiment des gens qui réfléchissent. Et ça, c'est immuable et il faut que ça continue. Thierry a commencé tout à l'heure, il y a beaucoup de fausses excuses. Souvent, en agence, on entend « Ah bah oui, mais on ne peut pas le faire. On ne peut pas faire ce que dit Séverine parce que le client, l'annonceur veut pas, il veut ça. » En entreprise, on entend « Ah, on ne peut pas parce que le directeur marketing, machin, il veut pas. » Comment on fait par rapport à ça qui sont des vraies et des fausses excuses, c'est-à-dire qui existent aussi. Donc, comment on fait pour changer ça ?
Pour moi, d'abord, un des premiers points, c'est de rentrer un peu dans le jeu de l'efficacité. C'est-à-dire, moi, je suis un peu persuadé que sur un sujet comme celui-là, il ne faut pas avoir une approche incantatoire, moralisatrice. Il ne faut pas se positionner en donneur de leçons. Et autant c'est nécessaire, mais autant c'est pas suffisant de se mettre uniquement dans une approche un peu éthique des générations futures. Parce que les gens qui sont en face de nous, par rapport à votre directeur des achats, par rapport au contrôleur de gestion, au directeur financier, ce qu'il faut, c'est quand même des chiffres. Et donc, il faut aussi rentrer dans ce cadre-là, c'est-à-dire montrer que c'est dans leur intérêt financier également. C'est-à-dire que l'apport des enjeux de responsabilité sociale des entreprises à la construction de la réputation d'une organisation, c'est juste fondamental. Alors là aussi, il y a vraiment plein d'études, mais on est à minima à au moins un tiers de la construction d'une réputation qui se fait sur des enjeux de RSE. Donc ça veut dire que si on ne prend pas ça en compte, c'est une problématique de risque pour les actionnaires. Si c'est pas fait intelligemment, ça peut avoir des conséquences qui peuvent être désastreuses pour l'image d'une entreprise, simplement parce qu'il y aura une rupture de confiance qui peut s'opérer. Donc c'est aussi montrer que tous les enjeux qu'on peut faire autour de la communication responsable, c'est un intérêt très fort pour une entreprise. Alors, je ne me positionne pas sur le cas Danone parce que je ne le connais pas, qui me paraît un peu spécial, qui pourrait être le contre-exemple de la démonstration. Mais globalement, retenez quand même qu'à minima, un tiers de la réputation se fait sur des enjeux de responsabilité. Donc voilà, ça vaut le coup de s'y intéresser parce que derrière ça, c'est une valeur financière qui peut être considérable. Et ça va augmenter, hein. Heidi travaille depuis 5 ans avec L'Oréal au niveau corporate. Et c'est vrai que l'année dernière, Jean-Paul Agon a dit que l'ensemble des bénéfices du groupe étaient liés, les bénéfices supérieurs du groupe en 2019 étaient liés justement à l'inclusion totale de la responsabilité dans la manière de fonctionner du groupe et y compris de plus en plus dans les communications. C'est un point hyper important. On a travaillé aussi, vous parliez des problématiques de représentation, etc. Il y a 4 ans de ça, avec Ubisoft, qui était un de nos gros clients, et sur lesquels on avait alerté en leur disant attention, le marketing c'est bien, etc. Mais vous avez une représentation culturelle qui est erronée par rapport aux attentes, c'est-à-dire une version très américaine de ce que peut être une culture dans un jeu. Il y a des problématiques d'addiction, il y a des problématiques de parité, il y a des problématiques de on se parle mal sur les plateformes. Si on ne s'engage pas là-dessus maintenant et si on ne commence pas à inclure ça dans l'ensemble des communications, y compris sur les salons, y compris dans le marketing, y compris dans l'ensemble des relations, il va y avoir un problème. Ils l'ont pris au vol, hein. Donc les entreprises savent, elles savent. Alors oui, il y en a qui vont dire ah oui, le DAF il veut pas, le DG il veut pas. Et dommage parce que vous allez être très très en retard, messieurs dames, ça va pas bien se passer. Mais généralement maintenant il y a cette écoute qui est quand même beaucoup plus développée et où on peut argumenter des choses. Alors bien sûr, parfois on n'arrive pas à aller au niveau où on le souhaiterait. Ça peut être, et ça il faut pas se décourager parce que tout ça est long. Tout ne vient pas d'un coup. C'est-à-dire que parfois, on enfonce un petit coin comme ça et on se dit « Ah non, mais c'est pas assez ». Mais le petit coin va ouvrir une brèche qui va… Et petit à petit, les gens de l'entreprise vont être capables de montrer à quel point c'est important et d'avancer. Mais ça peut prendre des années. Mais ne soyons pas non plus enfantins. On peut attendre quand le projet est utile. Un communicant, on court plutôt des marathons que des 50 mètres, quoi. Et carrément, c'est tout à fait ça. Donc, c'est un conseil à donner pour les étudiants. Entraînez-vous au marathon de la communication responsable et pas les 50 mètres. C'est un des principes de base de la communication. C'est pas propre à la communication responsable, mais une communication, pour que ce soit efficace, il faut qu'elle se mette dans la durée. Ce qu'on a appelé pendant très longtemps le zapping communicationnel, où on changeait en permanence de signature institutionnelle, de nouvelles campagnes, etc. On s'est aperçu que non seulement c'était pas efficace, mais qu'en plus c'était totalement contre-productif parce que ça fragilisait l'image. Voilà. Une communication, c'est quelques messages forts
et dans le temps long. Donc, ça nous rappelle un peu les bases de la communication et les principes. Ben oui, mais il faut toujours revenir aux bases en fait, parce que c'est là que ça se joue quand même. C'est vrai que changer de logo, changer de raison d'être, changer de claim toutes les 2 secondes, ça perd tout le monde, quoi. Soit tu es cohérent, tu sais ce que tu fais, soit pas et ça se voit. Donc il faut pas conseiller aux gens à chaque fois qu'on arrive, hop, et puis on va refaire un truc nouveau et un truc nouveau. Le slow content, tel qu'on l'appelle, doit revenir une base pour tout le monde aussi. C'est-à-dire que le flux fait que tout s'efface en fait, que tout passe et finalement il ne restera pas grand-chose. Donc méfiance avec ça aussi. Alors, dans le chat, je vois des questions sur les engagements de la filière. Il y a plusieurs personnes qui ont posé des questions. Peut-être qu'avec Séverine, on peut s'exprimer là-dessus. Alors, moi, de mon côté, j'attends de voir. C'est-à-dire sur le principe, oui, bien sûr, on peut qu'applaudir aux engagements. Je crois 7 grands engagements sur une trajectoire carbone, sur amélioration de la régulation, sur dispositifs pro bono pour encourager des publicités éco-responsables. Voilà, moi je trouve ça vraiment bien. Après, là aussi, quand je dis j'attends pour voir, c'est là il y a une pression parce qu'il y a les débats qui vont démarrer à l'Assemblée nationale, qui viennent de se terminer en commission. Donc il faut voir si c'est pas une argumentation tactique de combat pour un moment ponctuel. Et une fois que le débat à l'Assemblée nationale sera passé, les engagements, c'est comme les promesses, ça engage que ceux qui les donnent. Par contre, au niveau des engagements, moi j'ai trouvé très bien les engagements de la filière de la publicité extérieure. Donc tout ce qui est panneaux d'affichage, notamment numériques, qui sont assez fortement attaqués, parce que c'est des engagements qui sont tous très précis, avec des échéances dans le temps, avec des indicateurs, avec un vrai tableau de bord de mesure, avec des types de contrôle. Donc j'ai tendance à préférer à partir du moment où je vois qu'il y a une certaine rigueur dans l'élaboration de l'ensemble des engagements et que ça ne ressemble pas à un coup politique parce qu'on est un peu sur la défensive. Donc en disant ça, je fais un peu preuve de... Voilà, attendons un peu et s'il le faut, maintenant une certaine pression sur nos amis publicitaires. Mais voilà, il faut que les engagements se traduisent de manière un peu plus concrète que demain on rase gratis. C'est un bon signal, en effet, c'est un bon signal, c'est très encourageant. Après, en effet, le timing pourrait éventuellement laisser à penser que c'est une réaction à un danger. Je pense et j'espère que non, parce que avec Asael Adari chez Comment, il y a 10 ans, on a participé aux travaux de l'AFNOR pour l'implémentation de l'ISO 26000 dans la filière communication. Toi aussi, Thierry, tu connais. Donc, il y a 10 ans, on a déjà fait des engagements alors qui ne sont pas visibles, mais qui aujourd'hui sont repris par la ACC, qui permet en effet une évaluation de sa conformité en tant qu'agence au principe de l'ISO 26000, et ça fait une grille en effet d'évolution qui me paraît moi extrêmement intéressante, qui est compatible avec les engagements de la filière communication, mais plus complète sur la manière dont on fait son métier en tant qu'agence. Et donc, moi, j'invite plutôt à regarder ce qui va se passer de ce côté-là et combien vont se confronter à ces 6 domaines de l'ISO 26000 et à leur propre gouvernance pour avancer. Ça va être intéressant à regarder. Je crois que c'est plutôt positif. De plus en plus, s'y on recourt et s'y engage. Donc, j'aurais tendance à dire que de toute façon, c'est un progrès. Bientôt à la fin. Moi, je voulais vous interroger sur un sujet un peu plus particulier qui va concerner directement nos étudiants ici. C'est justement sur le rapport des jeunes à toutes ces questions. Et d'ailleurs, vous le traitez, Thierry, dans votre dernier livre, c'est-à-dire que oui, il y a une sensibilisation, ce qui ne veut pas dire que effectivement les jeunes générations, et notamment les 18-25, soient très contributeurs à la transition environnementale et sociale. Est-ce que justement, vous voulez nous en
parler un petit peu plus de ça, puisque comme c'est eux qui vont avoir très très vite les manettes de plein de choses demain, mais en particulier effectivement de cette communication, est-ce que voilà, ça ne plaide pas encore une fois pour une formation beaucoup plus vaste, hein, finalement, on va employer ces termes, formation un peu plus développement durable, pour servir de base justement demain à une vraie communication responsable exercée par tous les gens qui nous écoutent ce soir. Oui. Alors là, on n'est pas sur des produits de communication, mais c'est vrai que voilà, à un moment donné, j'ai voulu creuser un peu parce que j'entendais trop dans les médias le fait de dire les jeunes vont sauver la planète, les jeunes sont tous mobilisés derrière Greta Thunberg et quelques autres. Donc d'abord, j'ai voulu regarder un peu les jeunes dont on parlait. Et en fait, il y a clairement des jeunes qui sont très mobilisés, qui sont très activistes, mais qui sont quand même dans une sphère jeune assez particulière. Enfin, clairement, c'est un public universitaire, plutôt grandes écoles, assez diplômés, mais pas représentatif de l'ensemble de ce qu'on met la jeunesse. Moi, je ne supporte pas ces grandes catégories, les jeunes, les personnes âgées pensent que, les pauvres pensent que. C'est toujours beaucoup plus compliqué que ça, heureusement. Après, quand on dit les jeunes sont plus conscientisés, c'est totalement faux. Alors là, c'est vraiment une erreur de base. Il suffit d'aller vérifier toutes les enquêtes d'opinion sur les jeunes et l'environnement. Les jeunes ne sont pas plus conscientisés et même à l'inverse. C'est-à-dire que par rapport aux grandes questions, préoccupations environnementales, les jeunes de 18-24 ans sont légèrement en retrait, de 2-3 points en retrait. Ils peuvent être très en retrait sur des questions très particulières. Par exemple, les jeunes sont 7-8 points de moins, enfin 18-24 ans, 7-8 points de moins sur des questions de biodiversité que les 55 ans et plus. Donc peut-être que parce que les personnes plus âgées ont un attachement à la nature et à ce qu'ils ont connu étant plus jeunes. Il y a aussi des questions qui font une opposition très forte sur les jeunes. Par exemple, est-ce que vous seriez prêt demain à refuser, à accepter une interdiction des voyages en avion non essentiels ? Là, tous les jeunes disent mais non, pas question. Si tout le monde a pu voyager, découvrir le monde, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas prendre l'avion pour aller découvrir le temple d'Angkor ou le Machu Picchu ou des choses comme ça. Faut pas déconner. Et puis le fait que les jeunes ont aussi un mode de vie qui peut être assez impactant. Tout ce qui est fast fashion, qui est catastrophique au niveau émissions de gaz à effet de serre, c'est quand même beaucoup une pratique jeune. Le streaming, c'est aussi une pratique jeune assez importante. Alors, je ne suis pas de caricature, mais c'est juste pour un peu aller vite. Le streaming, pour donner juste un chiffre concret, c'est-à-dire des plateformes comme Twitch ou autres, c'est 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est un quart des émissions du numérique. Et le numérique est autant que l'ensemble en émissions de gaz à effet de serre du trafic aérien. Donc voilà, tout ça pour dire, il ne faut pas critiquer, mais il faut avoir un peu de recul sur les grandes données qu'on peut avoir, parce que si on se berce d'illusions, on n'arrive jamais à aller très loin. Ce constat et effectivement le fait demain, notamment dans nos métiers de communicants, d'arriver à faire ce métier-là de manière responsable. C'est pas lié quand même? Non, il y a des questions de comportement qui sont liées à des contextes. C'est-à-dire, quand on est jeune, on a peu d'argent déjà. Donc, évidemment, on ne consomme pas du bio, du local tous les jours, c'est bien évident. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est des questions de moments de vie. Ça ne veut pas dire forcément qu'on n'est pas conscient. Ça veut dire aussi peut-être, selon moi, qu'on ne sait pas quoi faire. Parce que tout le monde est récepteur aujourd'hui d'énormément de messages, parfois contradictoires, c'est-à-dire que quand on va trier ses emballages et de l'autre côté, on s'aperçoit qu'il y a des marées noires qui sont liées à des pétroliers,
au fond, pourquoi continuer à s'embêter, à faire des trucs alors que finalement l'industrie continue à faire ce qu'elle fait, que les politiques continuent à faire ce qu'ils font et que tout ça reste une question de gros sous. Donc il y a quand même cette interrogation qui pour moi est saine quand on est jeune et qui peut avoir un frein à l'engagement réel. Après, il y a des moyens à trouver pour chacun d'entre eux, quel que soit leur âge, pour faire valoir en effet une opinion, un positionnement, une responsabilité. Responsabilité égale aussi liberté. Donc, pour être responsable, il faut être libre. C'est très important de le dire parce que on ne peut pas être responsable si on n'est pas libre de faire ce en quoi on croit. Et c'est pas évident quand on est jeune de l'être. Ceci dit, il y a des libertés à prendre avec ce qu'on pense, avec ce qu'on dit. On change les choses de l'intérieur, de toute façon. Les choses se changent toujours de l'intérieur, même si parfois on peut se mettre en opposition et que c'est nécessaire également. Mais moi, je vois des jeunes qui entrent dans des contextes pas faciles, dans des systèmes pas faciles et qui quand même y avancent avec beaucoup de constance, avec beaucoup d'engagement, avec beaucoup de questionnement et qui cherchent auprès de ceux qui veulent bien servir de guide et en qui ils ont confiance. C'est une question de confiance aussi. Cherchent les bons chemins pour faire progresser à la fois leur pratique et la société dans laquelle ils évoluent. C'est quand ils ont les moyens et quand ils sont dans le bon contexte, en général, aucun souci pour que ça avance. Après, leur demander de changer le monde, non, quoi. Enfin, ils sont jeunes. Par rapport à ce que Séverine vient de dire, moi je signe des deux mains parce que c'est vrai qu'un des éléments de base de la communication, c'est aussi de faire un minimum de pédagogie parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de bonne volonté qui n'arrivent pas à se transformer simplement parce que beaucoup de personnes ne savent pas comment faire. Tout à l'heure, et là aussi Séverine l'a dit quand elle parlait du numérique, on disait il faut passer au digital, il faut numériser, il faut zéro papier, etc. Maintenant on s'aperçoit que c'est pas aussi simple et que l'impact environnemental du papier recyclé peut être dans certaines conditions moindre que celui du numérique. On met l'accent sur l'impact des véhicules thermiques, on ne parle pas du textile. Et le textile, voilà, là aussi, entre 6 et 10% des émissions de gaz à effet de serre selon le mode de calcul. On dit, dans ce qu'on entend souvent, c'est il faut consommer local. Il faut consommer local. Donc il faut interdire de prendre des choses qui viendraient de loin. C'est vrai, mais c'est négligeable par rapport à la qualité de votre produit. C'est-à-dire qu'il vaut mieux importer des fruits et légumes d'Amérique latine que de consommer une viande de bœuf qui aurait été produite à 50 km de votre domicile. C'est-à-dire que le produit est beaucoup plus impactant que son origine. On a beaucoup entendu sur le Brésil la déforestation en Amazonie, etc., parce que c'est scandaleux, mais on oublie aussi de remettre en cause nos comportements, parce que s'il y a de la déforestation, c'est aussi parce qu'on importe du colza ou en Indonésie de l'huile de palme. Moi, il y a un truc, je vais me faire détester de toutes les personnes qui écoutent, mais par exemple, il faut juste savoir qu'un des 4 éléments les plus importants de la déforestation dans le monde, c'est la culture de cacao. Donc le chocolat que vous mangez, voilà, vous le saurez la prochaine fois, je ne vais pas donner mauvaise conscience, mais c'est-à-dire qu'il faut peut-être aussi s'interroger sur nos propres comportements plutôt que de dire voilà, il y a des grands boucs émissaires un peu partout, il y avait les États-Unis, il y a la Chine, machin, etc. C'est aussi donner quelques clés, remettre en cause, savoir quel est notre propre impact, et puis dans ce cas-là, ça ira beaucoup mieux. Mais c'est dire réfléchir aussi à la communication sur ces grands enjeux. Moi, j'ai toujours considéré que la communication sur les problématiques de responsabilité, de transition écologique, elle n'était pas très bonne parce qu'elle est moralisatrice, elle fait peur, on est sur la collapsologie, parce que la fin du monde qui va venir dans 30-40 ans, elle est quantitative, on n'a que des chiffres, c'est l'augmentation de 2 degrés, c'est réduire chacun de 1 tonne de carbone notre consommation. Donc voilà, remettons un peu de la joie, du plaisir dans notre communication, mettons des visuels qui donnent envie, qui ont envie de mobiliser les gens, et puis là peut-être on obtiendra des résultats un peu meilleurs. En tout cas, ça vaut le coup d'essayer de parler autre chose que de la neutralité carbone, je pense.
Géraldine vient de faire merci à elle. Elle vient de parler de la connaissance. Donc, la connaissance est un des piliers qui va nous mener vers l'avenir. C'est très clair. Et l'attractivité aussi. Connaissance, clarté, attractivité. Normalement, on a un triptyque qui doit fonctionner pour les communicants de demain. Bon mot à retenir pour clore effectivement le débat sur ce sujet. Enfin, quand je dis clore, évidemment, on prend les questions. Si vous en avez, c'est le moment de profiter de la présence de Séverine et Thierry. Donc, n'hésitez pas. Mais en tout cas, je vous remercie. Je pense qu'on a compris, d'après tout ce que vous avez dit, que effectivement, finalement, la communication responsable, ça demande de s'interroger sur le métier de communicant, ça demande d'avoir les compétences du métier de communicant, mais ça demande aussi d'avoir des compétences plus larges pour savoir de quoi on parle et pour pouvoir effectivement le soutenir avec enthousiasme. Oui, parce que c'est passionnant. Hein. C'est pour ça que c'est un des meilleurs métiers du monde, hein, quand même. C'est quand même effectivement ce qu'il faut faire passer. Voilà, on n'est pas, c'est ce que disait Thierry, on n'est pas, et d'ailleurs on l'a pas forcément dit avant, hein, mais dans la communication de manière générale en termes de responsabilité, c'est vrai qu'on va privilégier le positif quand même par rapport à effectivement une communication ambiante, médiatique, qui peut être parfois un peu génératrice de stress à minima, comme l'a bien dit Thierry. Alors, on a vu pas mal de réactions, et notamment au chocolat. Hein, le cacao, Thierry, là, ça a fait beaucoup réagir. Je pense qu'effectivement, je vérifierai moi-même si Jean-Luc arrête bien le chocolat, hein, ce dont j'ai un petit doute quand même. Au contraire, minimum de contraintes. Communication non contraignante. Mais il faut le savoir. Parfait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres petites questions ou est-ce qu'on rend l'antenne pour ce soir en remerciant vraiment Séverine et Thierry d'avoir réussi à parler de ce sujet qui est ultra vaste en 1 heure. C'était quand même le challenge. Alors, merci énormément. C'était juste l'introduction. Maintenant, tout est dans vos mains, donc on compte sur vous. Ok, merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir à tous. Merci pour l'écoute. Bon courage.